agrégé et docteur en histoire, qui enseigne les relations internationales à Sciences Po et qui est membre de son centre d'histoire. Monsieur Grosser est un grand spécialiste de l'Asie. Il a récemment publié, l'année dernière d'ailleurs, en 2019, le livre suivant, 1989, l'année où le monde a basculé. Il est également l'auteur de L'histoire du monde se fait en Asie, une autre histoire du XXe siècle, publié également l'année passée. Il prépare actuellement un travail absolument incroyable sur l'histoire de la guerre d'Indochine. Et il va nous présenter maintenant un regard croisé tout à fait intéressant sur la guerre d'Indochine française et la guerre de Corée américaine en 1950-1951. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation et merci aussi d'avoir refait un colloque sur la guerre de Corée. Il y en avait déjà eu un il y a quelques années qui avait été organisé par l'IRSEM où justement j'avais fait déjà un papier sur les liens entre les deux guerres, mais essentiellement sur la période 53-54, c'est-à-dire plutôt sur l'issue de la guerre. Là, je voudrais donc évidemment me concentrer essentiellement sur le début et surtout sur l'hiver 1950-1951. Que la guerre de Corée était un tournant majeur de l'histoire des relations internationales, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Georges Soutou l'a rappelé. C'est un chapitre entier du livre que vous avez eu la gentillesse de citer sur l'histoire du monde se fait en Asie. Ça a des conséquences en Europe, ça a des conséquences sur l'Asie. Toutes les alliances américaines sont issues de là. Pour les Chinois, c'est extrêmement important. D'ailleurs, il faut regarder en ce moment les commémorations de la guerre de Corée en Chine. C'est extrêmement intéressant pour les signaux qui sont envoyés. Ça a aussi des conséquences majeures pour la France, notamment pour sa guerre d'Indochine, mais pas seulement sa guerre d'Indochine. C'est-à-dire que toute la stratégie française, toute la politique à l'égard des États-Unis va se transformer complètement à partir du début de la guerre de Corée. Et ce qui fait que, en gros, toute la guerre d'Indochine ne se comprend pas sur le terrain. Alors certes, il y a un certain nombre de combats sur le terrain, c'est des choses qui sont très connues, mais le vrai jeu est un jeu international. Et si on ne suit pas de très près ce jeu international, on ne comprend pas les choix stratégiques qui sont faits en France. Et une des choses qui est absolument dramatique, c'est qu'on continue à se battre, en fait, pas spécialement pour l'Indochine, mais pour être une des grandes puissances auprès des États-Unis, pour que les États-Unis nous protègent en Europe. Ça, c'est vraiment un élément de base. Et quand je dis nous protège en Europe, sortent de ce qu'au départ il y avait, c'est-à-dire cette stratégie périphérique qui était on laisse, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France se fait envahir par les Soviétiques, ensuite on bombarde et un jour on débarque. C'était ça la stratégie américaine au départ. Et donc tout notre objectif, c'est que les Américains nous protègent le plus à l'est possible. Et évidemment, le fait que l'on réarme l'Allemagne est un des éléments qui permet justement, et évidemment avec une présence des militaires américains, de protéger la France. Donc c'est une guerre qui a une dimension, la guerre d'Indochine, presque symbolique. C'est ça qui est évidemment terrible pour ceux qui l'ont faite. Et c'est la même chose pour la présence en Corée, puisque la raison pour laquelle on est, c'était un signe de solidarité. C'était un signe de solidarité avec les Américains pour qu'ils nous aident dans d'autres domaines. Ça, c'est vraiment la grande image. Sur la guerre d'Indochine, il y a aussi une conséquence majeure. C'est que du côté français, on commence à imaginer en fait une double guerre, une guerre internationalisée au nord et une guerre de guérilla au sud. Et ce qui est fascinant, puisque maintenant on a quand même beaucoup de documentation chinoise, vietnamienne, etc., c'est qu'il se passe la même chose au Vietnam. Ça va avoir des conséquences terribles sur l'histoire du Vietnam jusqu'en 1975. C'est-à-dire que vous avez une guerre internationalisée au nord et une guerre secondaire pour le Viet Minh, la guerre au sud. Et ça va amener petit à petit, vous le savez, la division du Vietnam et bien entendu la guerre du Vietnam, puis la guerre de réunification qui se termine en 1975. Là où ce sur quoi je voudrais me concentrer, c'est parce que je pense qu'en histoire c'est fondamental. Il y a un des maîtres de Georges-Henri Soutou, Pierre Renouvin, avait parlé de l'importance de l'ambiance dans les relations internationales. Jean-Baptiste Durosel aussi, l'importance de l'ambiance. Or l'ambiance, je vais essentiellement me concentrer sur décembre et janvier, c'est une ambiance très très particulière. Alors je ne vais pas vous faire une chronologie jour après jour, mais je pense qu'il faut faire cette chronologie jour après jour pour comprendre aussi tout ce qu'il y a sur la table des dirigeants.
C'est toujours facile ensuite, rétrospectivement, de dire il y avait cas, etc. Mais d'imaginer ce que c'était comme type de tension au jour le jour et de l'incertitude, parce que nous, on sait comment ça s'est terminé, tout ça. Mais évidemment, à l'époque, on ne savait absolument pas comment ça se terminait. Et donc, je vais commencer par prendre un événement qui est connu, qui est le changement de direction de la guerre en Indochine même, avec la concentration des pouvoirs civils et militaires, le remplacement du haut-commissaire Pignon et du général Carpentier par le général Delattre. Ça, tout le monde a entendu ça, la geste de Delattre, etc. Si on n'a pas tous le dossier en main des circonstances de l'arrivée de Delattre et de pourquoi Delattre a été désigné, on passe un peu à côté, je crois, des choses. Là, c'est au Conseil des ministres du 6 décembre que cette décision est définitivement entérinée, même s'il y avait eu des discussions avant et ça a été un peu compliqué pour notamment le général Juin d'accepter qu'on remplace général Carpentier, parce que ça voulait dire qu'après le désastre de Caobang, il y avait une responsabilité des militaires, ce qui est toujours très compliqué pour les militaires. Je suis désolé de le dire, mais le problème des responsabilités de la défaite, on le reverra en juillet 1954, c'est très compliqué. Donc le 6 décembre, il y a cette décision. Le 8 décembre, donc au Conseil de la République, donc en gros pour aller au Sénat, le ministre de la Défense explique la concentration des pouvoirs civils et militaires par justement des circonstances très particulières. Évidemment, ce sont ces circonstances essentiellement coréennes, des circonstances en Asie. Et juste avant lui, Marius Moutet, qui a été un des personnages essentiels du début de la guerre, martèle que la catastrophe menace, je cite, « l'expansionnisme soviétique se basant sur l'armement de la Chine communiste et devenant d'autant plus fort que la Chine triomphe. La Chine ne s'arrêtera pas au 38e parallèle en Corée, ni aux frontières de l'Indochine, du Népal ou du Tibet. » Je ne vais pas développer ici, mais il se passe des choses au Tibet, fin 50, début 51, qui sont absolument fascinantes. L'offensive a donc commencé après l'offensive de MacArthur. La contre-offensive chinoise a commencé à partir du 25 novembre, changeant très largement la vision de la guerre de Mao, puisqu'il y a une progression très forte. On imagine qu'il y a 200 000 Chinois, il y en a 450 000. Maintenant, on a énormément de travaux chinois ou d'historiens américains, mais d'origine chinoise, qui montrent très concrètement comment les choses se sont passées. Il y a donc l'inquiétude, parce que MacArthur, sa réponse, c'est l'élargissement de la guerre. Il voudrait élargir la guerre, c'est-à-dire utiliser les forces armées qui sont à Taïwan, donc nationalistes. Il voudrait faire un blocus de la Chine, bombarder la Mandchourie, etc., etc. Donc il y a cette hypothèse de l'élargissement de la guerre. Mais vous avez aussi l'hypothèse, bien entendu, de l'échec total des Américains, forcés de rembarquer de Corée. Aujourd'hui, on sait que ça ne s'est pas passé, mais c'était quelque chose, et ça a été discuté. Et le Joint Chief of Staff, dont on a parlé tout à l'heure, imaginait cela, a donné le 4 décembre comme ordre de préserver les troupes, même en cas de réembarquement. Donc, on est dans une situation extrêmement tendue. Il y a aussi l'hypothèse du nucléaire. Il y a notamment un discours de Truman le 30 novembre, au moment même où on quitte le Conseil de sécurité pour l'Assemblée générale. C'est la résolution United for Peace, donc tout va maintenant se gérer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Au même moment, vous avez un discours de Truman qui est interprété comme la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. On sait que ce n'était pas le cas, il faut lire l'ensemble du discours, mais voilà, panique générale. Je crois qu'il faut avoir ça en tête. Aux États-Unis, on se demande si on va négocier avec les Soviétiques. On va chercher George Kennan, le fondateur du Containment, pour lui demander ce qu'il en pense. Voilà, les premiers jours de décembre aux États-Unis, on ne sait absolument pas ce qu'il va se passer. Du côté britannique, c'est la panique. Pourquoi ? Parce que en cas d'extension de la guerre, la première victime serait le Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que c'est là où sont les bombardiers atomiques américains. Et donc, jusqu'en 1954, on a maintenant un nombre considérable de travaux britanniques notamment, qui montrent l'inquiétude permanente pour toutes ces guerres en Asie, qui auraient comme conséquence que les Soviétiques, ne pouvant pas bombarder nucléairement les États-Unis, se taperaient en premier sur le Royaume-Uni. Et donc, les Britanniques vont jouer, et pas seulement les travaillistes qui sont au pouvoir jusqu'en 1951, mais très largement Churchill, qui à ce moment-là paraît presque comme un appeaseur. Churchill va de 51 à 54 essayer
de calmer les Américains, de modérer les Américains et d'avoir en tout cas un droit de regard sur l'utilisation de la bombe atomique et de l'extension possible de la guerre. Donc Attlee, le Premier ministre britannique, dit qu'il va aller, qu'il va aller aux États-Unis pour essayer de calmer un peu Truman. Panique évidemment en France, on se dit mais c'est les Anglais qui y vont, donc hop, on envoie le président de la République, engueule le président du Conseil en lui disant mais il faut aller voir au moins les Britanniques avant pour leur dire les positions françaises parce que ça a des conséquences pour nous en Indochine. C'est à ce moment-là, je vous rappelle le 29 novembre, que le bataillon français arrive en Corée. Donc vous voyez, tous ces éléments-là sont évidemment liés. Le président du Conseil, donc Pleven, obtient un vote de confiance le 1er décembre. Et quand on lit la presse à ce moment-là, vous avez vraiment là une division importante de l'opinion, une partie de l'opinion qui est relativement neutraliste, qui s'inquiète, qui dit que ce sont les Américains qui sont d'une certaine façon fauteurs de guerre puisqu'ils ont franchi le 38e parallèle. C'est un discours que l'on va voir pendant tout le début des années 50, pas seulement par le Parti communiste, mais d'une façon très générale, c'est que les fauteurs de guerre dans le monde, ce sont les Américains, avec ce qu'on appelle le macarthurisme et le macartisme, le mélange des deux étant particulièrement explosif. Et c'est pour ça qu'après 2003, et encore aujourd'hui, quand on voit certaines opinions sur Trump, on s'aperçoit que c'est assez ancien, l'idée que la menace principale sur la paix du monde, ce sont les États-Unis, et ce ne sont pas ses adversaires. Donc, une partie de la presse dit il faut vraiment calmer, il ne faut pas être solidaire de ces Américains, ça va avoir des conséquences pour nous, etc. etc. Et de l'autre côté, vous avez notamment du côté du MRP, de Bidault et d'autres, etc., qui disent attention, tout ça, c'est Munich. N'oubliez pas, hein, on est 12 ans après Munich. Hein, je veux dire, tout ça, c'est vraiment dans les têtes. Donc, il ne faut surtout pas céder. Rappel de la Mandchourie aussi. Si on cède quelque part en Asie, ça a des conséquences. Et on ressort des vieux textes, notamment de quelqu'un qui s'appelle Albert Sarraut, le grand homme de l'Union française, qui va faire en février 1951 un grand voyage en Indochine organisé par son ami Delattre. Et au milieu des années 30, il avait dit attention, la paix est indivisible, la guerre est indivisible, tous les dossiers sont liés. Et donc, en fait, Hitler, par le pacte anti-Comintern, essaye d'amener les Anglais, les Soviétiques, tout le monde en Asie pour pouvoir nous attaquer en Europe. Eh bien, on revoit la même chose, c'est-à-dire que les Soviétiques essayent de nous balancer en Asie, de fixer les Français en Asie, de fixer les Américains en Asie, etc., pour pouvoir attaquer en Europe. Voilà quel est le raisonnement. Et donc, il ne faut surtout pas de Munich extrême-oriental. Et donc, toute la question va être, pour les Américains comme pour les Français, parce que justement ces questions sont indivisibles, de tenir en Asie, mais sans s'engager trop en Asie, parce que le front principal est européen. C'est ça l'enjeu fondamental qu'on retrouve jusqu'en 1954. Et évidemment, le fait qu'on n'a pas essayé de gagner en Indochine. Je ne dis pas qu'on pouvait, mais je veux dire, on n'a pas essayé de gagner parce qu'il ne fallait pas mettre trop de moyens, et ça va être tout le problème, évidemment, de Delattre quand il demande des renforts, ce que je vais montrer tout à l'heure. Et la France en Indochine, eh ben, elle imagine qu'il peut se passer la même chose, c'est-à-dire l'arrivée des volontaires chinois. Car à partir de la fin novembre, vous avez en Chine même, aux Nations Unies, parce qu'il y a un représentant chinois qui est venu aux Nations Unies pour discuter, etc., qui ne s'intéresse absolument pas à la Corée, ce qu'il veut, c'est Formose, c'est un siège au Conseil de sécurité, etc., etc. Mais vous avez là des manifestations en Chine, évidemment orchestrées par le pouvoir. Vous avez la radio qui dit « Oh là là, mais les Français, ils sont en train de rentrer aussi sur le territoire chinois, de franchir la frontière, etc., etc. » C'est exactement la même chose qu'en Corée. Donc, qu'est-ce qu'on imagine quand on est, évidemment, soit haut commissaire français, soit général français? C'est qu'on a la même petite musique sur une possible intervention chinoise, et donc il faut s'y préparer. Et donc, vous avez un effort considérable de préparation qui est fait, évidemment, autour d'Hanoï. On commence dans les archives, on trouve des choses absolument intéressantes sur, voilà, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'évacuer la population, qui est-ce qu'on va évacuer, comment ça va se faire, est-ce que les Américains vont nous aider, où est-ce qu'on va mettre les gens après, etc., etc. C'est-à-dire que l'idée que les Français soient virés d'Indochine de la même façon que les Américains peuvent être virés de Corée, c'est une question monumentale. Je vous rappelle que les Américains ont fait la plus grande retraite de leur histoire. C'est une question qui se pose en France. Jusqu'où est-ce qu'il faut faire une retraite? D'accord? Est-ce qu'il faut garder une tête de pont à Haiphong?
comme les Américains se posent la question, est-ce qu'il faut garder une tête de pont en Corée? Donc on a une symétrie très frappante, et évidemment des interrogations au comité des chefs d'état-major, au comité des défenses nationales, etc., etc. Est-ce qu'il faut abandonner le Tonkin? Est-ce qu'il ne faut pas abandonner le Tonkin? Finalement, dans les instructions à De Lattre, que De Lattre évidemment a en grande partie écrite, on dit qu'il faut garder le Tonkin, en tout cas un certain nombre de positions au Tonkin, et on va vendre petit à petit aux Américains, en 51-52, l'idée de clé de voûte du Tonkin. Si le Tonkin tombe, tout le reste de l'Indochine tombe, l'Asie du Sud-Est tombe, le subcontinent indien tombe et le Moyen-Orient tombe. Et depuis, alors on parle ici effectivement des archives, on sait pas, on a découvert que les Soviétiques, les Chinois voulaient pas faire ça, mais d'une part, s'ils avaient gagné en Corée, on ne sait pas ce qu'ils auraient fait. Et deuxième chose, on a le souvenir de 1941-42 avec le Japon. C'est-à-dire qu'une fois, l'Indochine est la clé fondamentale. Si l'Indochine tombe, c'est évidemment totalement dramatique. Et évidemment, les moyens soviétiques et les moyens chinois n'ont rien à voir avec les moyens japonais. Je ne suis pas en train de dire que la théorie de domino était juste, mais en tout cas, elle est pensée de cette façon-là. Et les Américains ne vont pas nous aider. C'est-à-dire que les Américains, à ce moment-là, quand on regarde les discussions à l'intérieur du jeune Chief of Staff, qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce qu'ils disent justement au département d'État, etc. On veut bien aider les Français, on peut aider les Français, mais on ne mettra pas un homme. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est que les Français aillent aux Nations Unies, à l'Assemblée des générales des Nations Unies, fassent voter quelque chose qui dirait que les Chinois sont les agresseurs, parce qu'il y aurait une obligation juridique pour les Américains, des troupes américaines, de venir aider les Français. Donc les Français sont quand même un peu seuls, surtout qu'ils n'ont pas encore de troupes vietnamiennes, en tout cas c'est juste le début, et ils attendent que les Américains payent pour former cette armée vietnamienne. Donc, vous voyez bien, hein, on est dans une situation qui est très tendue, donc autour de cette période-là. 3 et 4 décembre, on a maintenant tout un tas d'archives chinoises, de toutes les discussions internes, les discussions avec les soviétiques, tout un tas de télégrammes, etc., etc. Mao est totalement excité, il veut virer les Américains de Corée. D'accord ? Et les soviétiques le disent, bah, allez-y, hein, battez le fer pendant qu'il est chaud. Donc, alors qu'au départ, en octobre, c'est plutôt une stratégie défensive, là, hein, c'est vraiment une espèce d'oubris qui va durer jusqu'au printemps de la part de Mao, alors même que son général en chef, Beng Dehuai, lui dit on se calme, on n'a pas les moyens, il y a des problèmes logistiques, etc., etc. Mao, en partie poussé par Staline, mais je veux dire, il est aussi tout à fait volontaire, hein, mais il y a une convergence entre les deux, et de Kim Il-sung qui veut aussi évidemment battre. À chaque fois qu'il y a un arrêt des troupes chinoises, les Coréens disent nous on peut continuer tout seul s'il le faut. On est réellement dans cette situation, donc toujours aux alentours du 3 au 4. Et donc, la France, par l'intermédiaire des Britanniques, essaye de modérer les Américains pour pas qu'il y ait un élargissement de la guerre. Là, on fait aussi un effort aux Nations Unies pour calmer les Américains, mais évidemment, on ne veut pas être en première ligne parce qu'on a besoin des Américains pour l'Indochine. Donc, je vais vous citer juste quelques phrases d'archives hein, de la délégation française à New York. Hein. On nous en veut d'avoir été tiède sur l'aventure en Corée au-dessus du 38e parallèle, de n'avoir pas poussé à l'offensive à outrance, de ne pas avoir dégarni l'Indochine pour renforcer l'armée des Nations Unies. On nous en a voulu d'être restés prudents dans toute cette affaire. Nous sommes pour le moment suspectés de tiédeur, donc presque de trahison. Et donc Chauvel, hein, qui était un ambassadeur qui va être négocié à Genève d'ailleurs, qui est le représentant à New York, dit qu'il faut laisser ce rôle de modération aux Anglais, mais évidemment, qu'est-ce que dit Chauvel aussi, de l'opinion aux États-Unis? On est frappé de notre inaptitude à organiser notre défense nationale, on craint notre instabilité politique et notre perméabilité aux communistes, et on met en doute notre combativité. Et donc tout l'effort va être de restaurer l'image de la France. Alors souvent on dit c'est De Lattre tout seul grâce à ses victoires en Indochine et grâce à son voyage aux États-Unis, mais et le président Pleven puis le président de la République Auriol vont se rendre aux États-Unis pour dire la France est virile, la France va se battre, notamment qu'elle est poussée par le RPF, les gaullistes qui disent que la 4ème République est un régime qui ne peut pas mener correctement cette guerre, et donc il y a une espèce de compétition à la virilité entre les accusations d'être un régime d'eunuque,
terme utilisé par De Gaulle, et de l'autre côté, évidemment, les autres partis politiques et le président Auriol qui va essayer de montrer que la France est tout à fait capable de se battre. C'est à ce moment-là aussi que, d'ailleurs, les Soviétiques commencent à faire des appels du pied pour des négociations sur l'Allemagne. Donc il y a la tentation neutraliste que l'on voit très nettement. Et puis surtout, les enjeux fondamentaux de réarmement se posent au mois de décembre. Le grand discours de remobilisation des États-Unis, c'est le 15 décembre, discours de Truman, avec un bond des dépenses militaires tout à fait considérable, hein, une mise en préparation considérable. Je vous rappelle qu'à partir de cette date-là, les Américains n'ont plus jamais démobilisé. Ils sont prêts à la guerre depuis 1950. Alors il y a des moments où ça va baisser un tout petit peu, mais fondamentalement, ils ne veulent plus être dans la situation de surprise de 1950. Mais en France aussi. Vous avez tout le débat sur comment est-ce qu'on va payer ce réarmement, car l'essentiel de l'augmentation du budget et des impôts, ça va aller à la défense nationale. Assez peu à l'Indochine. Mais parce qu'on va faire des tas de divisions pour dire aux Américains, regardez, nous défendons l'Europe face aux troupes gigantesques des Soviétiques. C'est le 17 décembre aussi que la grande réunion de l'OTAN dit qu'on va donc créer des divisions, enfin les divisions américaines vont arriver, que c'est le général Eisenhower, donc très symbolique évidemment, qui va être le commandement en chef de l'OTAN. Donc vous voyez bien, c'est dans un temps très court que vous avez cette transformation. Et donc à la fin de l'année 1950, il faut bien voir qu'on a des inquiétudes qui sont très fortes. Je vais juste vous lire 2-3 extraits d'archives pour vous montrer l'ambiance, parce que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir cette ambiance. Donc une note du SDEC pour le président Auriol, que le président Auriol fait beaucoup circuler. La fin de l'année 50 marque en Europe et en Extrême-Orient l'arrivée à son point culminant d'une tension politico-militaire sans précédent entre les tenants de l'idéologie marxiste et défenseurs de ce qu'il est commode d'appeler la civilisation occidentale. Les forces occidentales sont immobilisées en Asie face à l'énorme potentiel du communisme chinois et la xénophobie généralisée du continent jaune. C'était l'expression de l'époque. Alors même que les puissances occidentales ont des intérêts parfois divergents, en fait complètement divergents. C'est tout le problème des Français, d'être coincés entre les Anglais. Ils sont tout à fait d'accord des négociations avec la Chine, d'essayer de calmer le jeu, etc., etc. Mais si on calme trop le jeu, on n'a pas le soutien des Américains. Si on a trop le soutien des Américains et qu'on va trop dans le jeu dur des Américains, on risque d'avoir des problèmes en Indochine. Et on ne pourra pas négocier avec les Chinois. Donc on se retrouve devant des dilemmes qui sont incontournables et qu'on va retrouver jusqu'en 1954. Autre citation, donc la direction d'Asie du Quai d'Orsay. Le réveil de la puissance chinoise et son exploitation par le communisme ont renversé l'équipe des forces en Extrême-Orient. Face à la Chine rouge, il ne reste plus qu'un Japon désarmé, un gouvernement chinois impuissant enfermé à Formose, des territoires d'Asie du Sud-Est asiatique prêts pour l'anarchie, Philippines, Indonésie, l'Angleterre précairement installée à Hong Kong et engagée dans une guerre coloniale en Malaisie, la France aux prises avec le Viet Minh en Indochine et des forces américaines dont les bases sont à plus de 5000 km. Vœu du secrétaire général du Quai d'Orsay à son ministre. Si 1951 doit réserver des surprises, elle ne pourrait qu'être agréable, car dans l'ordre des catastrophes, tout a déjà été annoncé. Et je pourrais faire une litanie de ce genre. Donc vous voyez, on est vraiment dans une ambiance extrêmement particulière au moment où, le 31 décembre, commence la troisième offensive chinoise. Alors que là, on finit d'évacuer un certain nombre de gens qu'on a, notamment des civils sud-coréens, qu'on a, avec un embarquement de type Dunkerque, que l'on a mené à Hungnam. D'ailleurs, une des personnes réembarquées, ce sont les parents de l'actuel président de Corée du Sud, président Moon, qui est né sur une île où ses parents avaient été exfiltré, j'allais dire, d'une certaine façon, et installé. Et donc, pour lui, tout ça est une histoire, évidemment, très chaude. Hors de question, de la part des Chinois, de négocier. Hors de question, et quand la France, le président Auriol va toujours essayer de négocier directement avec les Chinois, mais la France n'a rien à donner aux Chinois. C'est tout le problème. Ceux qui pourront donner des choses aux Chinois, c'est les Américains. Les Américains ne veulent rien donner aux Chinois. D'accord ? Et donc, on fait des ouvertures
par l'intermédiaire du cabinet de Pleven, par un député communiste, etc. Ça rate lamentablement, elles sont faites à Genève. Les Chinois, on le sait aujourd'hui, il y a des archives qui le montrent, ne veulent absolument pas négocier, faire des concessions et quoi que ce soit. Donc cette voie est complètement fermée. Et donc, dernier point, parce que je ne voudrais pas d'aller trop loin, mais... et les efforts militaires de Lattre au Vietnam, en quoi est-ce qu'ils sont corrélés à ce qui se passe, en Corée? Eh bien, vous pouvez évidemment mettre en avant le génie militaire de Lattre, sa capacité à galvaniser les foules, enfin surtout les soldats et autres. D'abord, on le sait très bien, d'un point de vue militaire, vous aviez d'autres généraux qui avaient soit préparé le terrain, le général de la Tour, soit le général Salan, qui a eu un rôle important, qui connaissait évidemment l'Indochine, comme disait l'autre, roseau par roseau. Mais il y a aussi un aspect qui est absolument fondamental, c'est qu'une partie des instructeurs et des meilleurs spécialistes chinois qui venaient à l'aide aux Viet Minh, aider à la formation, etc., sont partis en Corée. Que pratiquement au mois de décembre, vous avez une aide très restreinte des Chinois au Viet Minh. Et donc, d'une certaine façon, la guerre de Corée, je ne dis pas que sans la guerre de Corée, le Viet Minh aurait pris Hanoï, Haiphong, etc., mais en tout cas, les capacités ont été réduites par la priorité qui a été donnée. On a rappelé tout à l'heure que Formose ou Taïwan ont été les vrais vainqueurs de la guerre de Corée. Je vous rappelle que Mao était, au moment où commence la guerre de Corée, était prêt à envahir, enfin il voulait envahir Formose, c'était ça sa priorité, et qu'il a été obligé de basculer vers le nord. Et là, d'ailleurs, une des armées les plus incroyables de cette guerre, de cette offensive de décembre, était prête dans un climat tropical à faire la guerre au sud et s'est retrouvée par moins 30 à faire la guerre au nord. Ce qui, évidemment, lui a un peu changé sa manière de combattre. Et l'autre élément qui a joué aussi et qui explique les victoires françaises, c'est l'aide massive, notamment américaine, importante, notamment tout ce qui est évidemment en termes d'aviation, le napalm, qui a été important, c'est quand même du napalm américain, qui a permis ces victoires. Et donc, c'est fort de ces victoires qui fait un peu monter la tête d'une certaine façon, aussi en France, en disant finalement la situation n'est pas si grave, qui joue dans toute la bataille des renforts qui dure très longtemps. Puisque le moment où De Lattre vient à Paris pour discuter des renforts, c'est au mois de mars, mais il les demandait depuis fin novembre, les premières demandes, et fin décembre, les choses les plus explicites. Il y a une crise ministérielle, enfin tout un tas de problèmes, et donc la bataille se joue sur les priorités. Et donc Schuman, Mock, le ministre de la Défense, disent la priorité c'est l'Europe, donc on ne va pas envoyer d'autres choses de renfort en Indochine. Les Nord-Africains, entre guillemets, veulent surtout pas qu'on prenne des troupes de chez eux, Juin évidemment, mais aussi tous les autres, et on a une correspondance entre Valluy et Salan extrêmement fascinante sur tout ce qui se passe à ce moment-là. Donc on donne des renforts du bout des lèvres en disant vous nous les rendez un an plus tard parce que ça sera à ce moment-là priorité européenne. Pour le moment, il y a l'aide qui arrive, etc. Tout ça va se mettre en place à partir de 52. Et donc la bataille de renfort est très largement dictée par ce contexte. L'autre, j'évoque très très rapidement, l'autre contexte, c'est le début du printemps, avec la possibilité de discussion, parce que s'ouvre effectivement à Kaesong des négociations sur la Corée. Et là, ça veut dire que tout l'agenda va changer. Première chose, il y a moins de risques militaires que les Américains se fassent jeter à la mer et que nous, on se fasse jeter à la mer. Donc la situation militaire est moins mauvaise. Deuxième élément, ces négociations, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon ? Et ça va être quelque chose qui va courir pendant toute la période des négociations. Quel va être le format ? Est-ce que la France va être associée ? Est-ce qu'on va pouvoir glisser un mot de l'Indochine dans ces négociations ? Est-ce que ce sont les grandes puissances qui vont négocier ? La France va faire partie de ces négociations. Est-ce que l'on va ensuite faire une déclaration de tous les combattants des Nations Unies en disant si la Chine reprend la guerre, soit en Corée, soit ailleurs,
On va se battre pendant 2 ans pour avoir une déclaration que si la Chine reprend la guerre ailleurs, une fois que la guerre de Corée est terminée, à ce moment-là, c'est, j'allais dire, un casus belli. Donc, si vous voulez, c'est évidemment une angoisse pour la France. On essaye de relier toute cette question de la paix avec la question indo-chinoise, cette idée de la paix contagieuse, voilà le terme qui va être utilisé énormément, ou de la paix indivisible, voilà les 2 termes qu'on retrouve régulièrement. Quel va être le format ? Comment est-ce qu'on peut mettre la question indo-chinoise avec ? Qu'est-ce qu'on peut attendre des soviétiques en négociant aussi les questions sur le réarmement allemand ? Car une des raisons aussi pour lesquelles, sans doute, les soviétiques n'ont pas poussé les Chinois à faire plus dans l'aide aux Viet Minh à ce moment-là, c'est parce que la France est utile pour les soviétiques sur la question allemande, pour essayer de briser l'unité entre les Français et les Américains sur la question du redressement allemand, puisqu'ils ont bien compris que le réarmement allemand, ça jetait le trouble dans la vie politique française. Et, bien entendu, la fin de la guerre de Corée va être le moment où tout va changer, puisque désormais, vous avez la possibilité que les troupes chinoises libérées de la question coréenne se déversent sur l'Indochine. Donc là, l'option négative, donc vous avez besoin des Américains, etc., etc. Mais d'un autre côté, à partir du moment où on a fait la paix en Corée et qu'il va y avoir une conférence politique, tout l'effort diplomatique va être de lier les 2 wagons, et on a réussi diplomatiquement à lier les 2 wagons à la conférence de Genève, qui a échoué sur la Corée, vous le savez, et qui, d'une certaine façon, a réussi sur l'Indochine en juillet 1954. Donc vous voyez, je crois que c'est vraiment très intéressant, et c'est valable aussi d'ailleurs pour tous les autres conflits que l'on analyse les conflits français, aujourd'hui encore, que ce soit le Sahel, ailleurs, etc., c'est qu'il faut vraiment avoir toutes les cartes et tout cet aspect global pour bien comprendre les logiques, et surtout être sur du grain temporel très très fin, et je crois que nous constatons ça. Pensons à notre année 2020, de mois en mois, les changements d'ambiance, ambiance internationale, ambiance dans tous les domaines, et c'est pas fini. Et donc, je crois qu'il faut vraiment faire du grain très 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 fin en histoire, et notamment sur ce tournant majeur qui est l'entrée des Chinois dans la guerre de Corée et le risque de guerre générale qu'on a eu pendant l'hiver 1950-1951. Je vous remercie.